Bonsoir à tous. Mais écoutez, moi je suis ravie d'être parmi vous ce soir, et d'autant plus pour que nous parlions de ce vaste sujet qu'est le dérèglement climatique et donc de l'impact et à la fois sur les vins et sur le goût des consommateurs. Je vais vous présenter les personnes qui vont être là pour débattre de ça. Moi je ne ferai que donner la parole. Saskia de Rothschild, qui est donc parmi nous, directrice générale des domaines Baron de Rothschild, donc avec entre autres dans le Bordelais, Château Lafite, Rothschild et l'Évangile, plus d'autres domaines, et le Chili et la Chine. Je crois également le Languedoc en France. Et le Sauternes, voilà, que je mettais un peu dans le Bordelais quand même. Juste à côté d'elle, Gabrielle Lepouzet, qui est donc docteur en neurosciences et chercheur à l'Institut Pasteur de l'unité de perception et mémoire, voilà. Et juste à côté de moi, Hervé Justin, œnologue conseil plus spécialisé sur la Champagne, qui travaille notamment pour la maison Leclerc-Briand et qui est aussi fortement spécialisé sur la bio et la biodynamie. Je vais laisser tout de suite la parole à Angélique Delanxin, qui est donc cofondatrice avec Cyril de Ideal Wine et qui va nous présenter les résultats donc de l'enquête qui a été menée auprès des consommateurs et clients d'Ideal Wine sur est-ce qu'ils changent leurs habitudes de consommation du vin face au dérèglement climatique. Merci Rachel. Bonsoir à tous. Alors je suis cofondatrice avec Cyril et Lionel Coinca qui est présent aussi ce soir. Donc, je suis très heureuse de vous présenter les résultats de cette enquête. C'est un prisme qui est très fort chez nous, de vous faire travailler, vous amateurs, et de construire avec vous ce qui a été l'assise du développement d'Ideal Wine depuis toutes ces années, de vous écouter, et puis d'apporter modestement dans notre métier de distributeur notre contribution à ce monde qui change et essayer d'élaborer avec vous des solutions pour s'adapter à ce qui est en train de nous arriver. Il y a un problème de micro? Non, c'est bon. Alors, cette enquête, en fait, ce changement climatique, et plus particulièrement ces préoccupations environnementales, elles sont pour nous un sujet que nous avons abordé dès le début, dès l'origine d'Ideal Wine. On s'est très tôt passionné pour les évolutions vers le bio. On a découvert la biodynamie au moment où on a créé Ideal Wine. Ça nous a toujours vraiment passionnés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, parmi les domaines partenaires qui ont rejoint le réseau d'Ideal Wine, les 850 domaines partenaires, on a aujourd'hui près de la moitié qui sont certifiés sous l'un de ces labels et les autres qui travaillent de façon extrêmement respectueuse. Donc, ce n'est pas un sujet nouveau. Alors, pourquoi cette enquête? On est parti d'un fait majeur qui a été cette canicule de l'été 2022. Et on s'est dit, il y a une vraie prise de conscience qui a été développée dans les médias de façon très appuyée. Et on s'est dit, mais au niveau du vin, comment est-ce que les amateurs ont réagi face à ça? Et plus généralement, est-ce que ce qui se passe en ce moment a des incidences sur leur façon de consommer et leur décision d'achat ou de constitution de cave? Donc, on est parti de ce constat. On vous a interrogé au mois d'octobre. Un très joli panel de plus de 1650 répondants qui nous ont éclairés par leurs réponses qu'on va détailler maintenant. Alors, pour que vous sachiez un tout petit peu, les répondants ont une moyenne d'âge de 49 ans. Donc on est allé scruter un petit peu sur certaines questions les plus jeunes d'entre eux, les moins de 35 ans, pour voir si les réponses étaient un petit peu dans la même lignée. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous verrez que, ça a été un des enseignements, c'est que sur la plupart des réponses, tout le monde est assez aligné. Il n'y a pas de plus ou moins concerné par ces dérèglements climatiques. Alors pour démarrer, donc pendant l'été, on vous avait demandé si votre consommation de vin avait été affectée par cette canicule. Donc à 52,8%, vous avez été quand même, vous aviez anticipé et vous n'avez rien changé de vos habitudes. 38% quand même baissé, et je note les 45% qui ont augmenté leur consommation, un chiffre qui est encore plus élevé chez les amateurs étrangers qui, eux, sont 23% à s'être hydratés au vin. Alors sans surprise, ce que vous avez privilégié l'été dernier, c'est plutôt donc en numéro 1 les vins blancs, les rosés et les effervescents. Et on a noté aussi chez les étrangers une proportion significative de 17% qui ont dit s'être intéressés aux vins orange.
Voilà. Alors, on a fait un petit focus, puisqu'on a beaucoup de maisons champenoises présentes ce soir, sur les vins effervescents, pour savoir si, justement, comment était votre consommation en été. Donc, outre les 15% qui ne boivent pas de vin, des vins effervescents quand il fait trop chaud, on a noté deux choses. C'est la force de la marque, parce que vous êtes très nombreux à rester fidèles aux marques que vous appréciez. Et puis l'autre constat, c'est que vous êtes des amateurs pointus, puisque la plupart d'entre vous privilégient les vins avec des dosages très bas, ou s'orientent vers cela. Alors après, on vous a demandé également, est-ce qu'en période, avec ce réchauffement climatique qui s'installe, est-ce que ça vous amène à modifier les vignobles vers lesquels vous vous tournez pour vos achats ou votre constitution de cave? Donc, premier constat, vous êtes très curieux, puisque 44% d'entre vous changent régulièrement, de toute façon, en canicule ou pas. Un phénomène qui est même encore amplifié chez les moins de 35 ans, qui sont 57% à s'ouvrir à tout vignoble confondu. Et puis un tiers qui n'a pas vraiment changé. Alors on va s'intéresser, et puis alors il y a les 2% de sceptiques qui n'ont pas vu de réchauffement, qui n'ont pas constaté de réchauffement climatique, mais on va s'intéresser donc aux 19% qui justement, sous le prisme de ce réchauffement, a décidé de changer dans ses choix. Alors, avant cette prise de conscience, en fait, on avait donc en numéro 1, les régions qui étaient placées en numéro 1 dans les achats et dans la consommation de vin. Donc, Bordeaux en première position à 42%, la Bourgogne ensuite, suivi du Rhône. Des pourcentages qui d'ailleurs sont extrêmement proches de ce que l'on peut constater dans le baromètre des enchères que l'on vous diffuse chaque année. En termes de volume, c'est exactement la représentation que l'on a dans les différentes régions. Alors, depuis la prise de conscience, on a demandé aux amateurs vers quelle région ils allaient avoir envie de se tourner. Et là, on a noté qu'on a un mouvement vers des vignobles un petit peu plus septentrionaux, donc la Bourgogne qui se détache en numéro 1, suivi de la Loire qui fait son apparition sur le podium, et ensuite le Rhône qui reste, mais plutôt le Rhône Nord, parce que à l'appui de tout ça, alors Bordeaux est en 4e position, et pour les amateurs étrangers, le trio se constitue de la Bourgogne en numéro 1, Bordeaux en numéro 2, et ensuite le prisme des étrangers faisant les vins non français en numéro 3. Alors on vous a interrogé un petit peu pour aller un petit peu plus loin sur les vignobles qui étaient privilégiés ou dont vous vous détourniez. Et c'est vrai qu'on a constaté qu'effectivement il y avait cette idée que au sud, c'est trop chaud, les vins sont plus difficiles à goûter. Donc il y a effectivement Bordeaux, le sud de la vallée du Rhône, parce que là, si le Rhône est là, c'est surtout sur la partie nord, et des vignobles comme le Languedoc ou la Provence qui arrivent un petit peu après. Alors dans la proportion vin rouge, vin blanc, la moitié des répondants n'envisagent pas vraiment de changer. On a, ce qui est notable, c'est qu'effectivement 45% des amateurs vont augmenter la part des vins blancs sans surprise dans leur consommation. Alors on s'intéresse, comme vous le savez beaucoup, aux vins anciens, puisque c'est quand même un des ADN d'Ideal Wine, un des éléments de l'ADN d'Ideal Wine, que de vous vendre des vins matures. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'une très forte proportion d'entre vous souhaite maintenir une proportion égale entre vins anciens et vins récents d'un même domaine pour pouvoir comparer les évolutions. D'autres qui en achètent déjà beaucoup, un cinquième des répondants va continuer, et puis 13% vont se mettre à en acheter plus pour pouvoir retrouver ce qu'étaient les anciens équilibres. Alors il faut quand même noter les 26% qui vont s'intéresser plus particulièrement à des modes de vinification adoptés plus récemment. Alors ce n'est pas uniquement dû au changement climatique, c'est aussi lié à toutes les améliorations qualitatives qui sont apportées dans les domaines. Alors passons maintenant à l'histoire du degré d'alcool qui revient très souvent dans les conversations. On vous a demandé si sur l'étiquette c'était une information qui était importante pour vous. Alors ce qui est frappant, c'est que pour près de la moitié d'entre vous, c'est un élément que vous regardez mais qui n'est en rien discriminant, hein, et même 30% qui ne sont pas sensibles à ce critère. Donc ce qui change, ce sont sur 12% de personnes des amateurs qui
commencent à le prendre en compte et qui vont évoluer dans leur choix. Et 10% qui l'ont toujours pris en compte, une proportion qui est d'ailleurs supérieure chez les amateurs étrangers, qui était 17 ou 19% à le signaler. Alors, il y a l'étiquette, et puis ensuite, il y a ce que vous avez dans votre verre. Donc, est-ce que la perception de cette augmentation d'une teneur alcoolique, est-ce que vous le ressentez ? Donc, plus de la moitié d'entre vous le ressent, mais ne considère pas que c'est un problème. Ce qu'il faut voir, c'est les 17% qui disent « oui, je le ressens et ça m'amène à diminuer ma consommation de ces vins dont je perçois une augmentation du degré alcoolique ». Alors ensuite, venons-en aux perceptions aromatiques. Dans les vins que vous connaissiez, est-ce que vous avez perçu un changement ? Donc 39% dit retrouver la trame. Donc il y a déjà il y a une continuité dans ce que vous ressentez à la dégustation. Et ce qui est très intéressant, c'est les 26% qui ont perçu un changement, mais qui le perçoivent de façon positive. Donc on est allé un peu plus loin en vous demandant ce que vous avez perçu et quelles sont les régions qui vous ont qui vous ont frappé dans ce sens-là positif. Et vous avez indiqué notamment qu'un certain nombre de cépages, comme le Cabernet Franc dans la Loire, les Pinots d'Alsace, et même en Bourgogne d'ailleurs, qui donnent des vins plus arrondis, les Cabernet Sauvignon à Bordeaux, étaient arrivés à des niveaux de maturité qui rendaient les vins beaucoup plus attrayants. Alors après, on a un 21%, 1 sur 5 qui ne se rend pas trop compte de ce qui se passe, qui en tout cas ne le considère pas comme un sujet, et puis quand même 14% qui a une perception négative des vins, de l'évolution des vins. Alors, qu'est-ce qu'ils repèrent plus particulièrement? Quels sont les mots qu'ils mettent sur ces évolutions? Donc, sans surprise, plus de richesse et plus d'opulence, de surmaturité, de compotée. Et puis, toujours un cinquième qui n'a pas vraiment perçu de changement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter la digestibilité des vins, qui est relevée par 8% d'entre vous, mais que, tout de même, par la même proportion de répondants, donc un certain déséquilibre. Et puis, des phénomènes de sous-maturité ou d'amertume qui peuvent être liés à des décisions, des choix de vinification destinés à préserver la fraîcheur qui sont peut-être perçus. Alors après, l'amertume n'est pas forcément un point négatif. Ensuite, question suivante, oui, le mode de production du vin a-t-il désormais un impact sur votre choix? Alors, on a repéré que finalement, vous êtes assez classique et relativement peu sensible, puisque 29% d'entre vous se fient avant tout à la réputation des domaines, et 21% se fient à la recommandation d'amis plus connaisseurs, de dégustateurs chevronnés, de guides, de forums, peut-être d'Ideal Wine aussi un petit peu. Il y en a qui étaient, donc vous étiez 6% à être déjà bio depuis longtemps, mais il y a quand même 20% qui va aller vers plus de bio, 9% vers plus de biodynamie et 3% vers plus de vin nature. Et puis après, on a les ardents qui décident de revendre leur cave et de revendre leur vin conventionnel pour n'avoir plus que des vins plus respectueux. Attention, notons également les 10% qui sont très sensibles au rapport qualité-prix. C'est leur perception du rapport qualité-prix qui prime dans leur choix. Alors, est-ce que vous êtes prêts à changer de cave pour intégrer ces nouveaux modes? Finalement, vous êtes assez traditionnel, puisque 60% d'entre vous n'envisagent pas vraiment, pour cette raison-là, de faire évoluer sa cave. Mais il y en a quand même 29% qui eux, y pensent, et 11% qui estiment n'avoir pas encore une cave suffisamment constituée pour revendre déjà des bouteilles et pour changer. Alors, avez-vous connaissance des initiatives? Donc là, il y a un petit sujet de communication, de pédagogie, parce que plus de la moitié d'entre vous sait qu'il y a des changements qui sont introduits par les domaines, mais sans nécessairement être capable de mettre vraiment un nom dessus. Un quart, à vous, est un peu fataliste, en disant les vignerons font ce qu'ils peuvent, mais c'est quand même de toute façon Dame Nature qui décide in fine. Et puis, comme vous êtes chez Ideal Wine, vous êtes des connaisseurs, 22% ont été capables de citer un certain nombre de changements dont on reparlera pendant cette table ronde.
Alors, est-ce un argument de choix? Alors, il va y avoir de la pédagogie à faire parce que pour 59% d'entre vous, c'est pas l'argument qui va primer dans votre décision, notamment pour ceux qui estiment n'avoir pas assez d'informations. Alors ensuite, on passe au prix. Est-ce que vous êtes prêt à intégrer un prix éventuellement supérieur pour suivre en fait les investissements qui ont été consentis par les domaines? Donc plus de la moitié d'entre vous dit oui ou peut-être. Il y en a 43% qui n'est pas tout à fait d'accord avec cette assertion. En revanche, sur le sujet de cesser d'acheter des vins de régions qui ont été touchées et qui vont avoir des productions beaucoup plus faibles dans les années à venir, on pense tous au millésime 2021 qui va arriver et qui est en très petite quantité dans certaines régions. Donc là, encore une fois, une courte majorité dit oui ou peut-être, mais on est un peu moins sûr. Alors justement, est-ce qu'on est prêt à payer plus cher? Donc là, vous avez trois gros tiers. Donc un gros tiers qui dit non. Non, je pense pouvoir trouver dans mon budget, en gardant le même budget, des vins qui ont été produits dans ce respect de l'environnement, sans avoir nécessairement à débourser plus. Vous avez un tiers qui va vous octroyer 10% de plus. Et puis un petit tiers qui évaluera, qui a besoin de savoir, qui a besoin de comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé sur les vins pour accepter ce changement. Et pour finir, donc, on a exploré avec vous quelles étaient les méthodes ou les changements introduits qui vous intéressaient. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'effectivement, vous plébiscitez un retour à des vins issus de cépages anciens, autochtones. Donc revenir à ce que faisaient les anciens et ce qui fonctionnait avec ces fameux équilibres anciens. On note aussi un intérêt pour les vins francs de pied, 41% d'entre vous. Et puis après, des sujets d'élevage, de vinification, des choix de vendange entière pour préserver la fraîcheur, les amphores. Et puis on revient à ces vins de macération, ces 29% qui s'intéressent aussi à des vins qui développent une amertume et sans doute plus de fraîcheur. Alors, votre sensibilité aux critères ESG, de bouteilles légères, circuit court, emballage, elle est encore, elle a besoin d'être accompagnée, mais on a quand même 37% d'entre vous qui êtes concernés et 25% qui disent peut-être prendre en considération dans un avenir proche ces critères. Donc, il va falloir y songer, surtout quand on sait que la bouteille en verre et dans le bilan carbone d'une production de vin, c'est quand même l'élément qui pèse le plus lourd dans tous les sens du terme. Voilà pour les principaux enseignements de cette étude. Il y a encore beaucoup à dire, mais moi je retiens surtout 2 points. Le tout premier, c'est cette nécessité de communication et de pédagogie. Donc c'est l'occasion, d'ailleurs c'est un sujet que nous accompagnons depuis le tout début d'Ideal Wine, parce que quand nous avons commencé, nous étions totalement néophytes en matière de vin, et donc on a voulu partager avec vous nos découvertes, nos connaissances, et on l'a fait notamment au travers de tout le contenu que l'on publie sur le site, sur le blog, et qu'on partage avec vous. Donc je voudrais rendre hommage à notre équipe qui se passionne et qui écrit toute la journée pour communiquer avec vous et communiquer. Mais je vois qu'il y a encore beaucoup de choses à vous dire et vous raconter. Et puis la deuxième chose, c'est la notion de confiance. Les amateurs octroient au domaine qu'ils apprécient une confiance immense en fait dans ce changement. Donc c'est vraiment l'occasion pour moi de rendre hommage à vous vignerons qui êtes là ce soir avec nous et vous dire que vraiment on est on se sent très humble en fait face au travail que vous menez vous aussi jour après jour dans la vigne et on voudrait vous en remercier. Voilà, donc je vous demande d'applaudir tous les vignerons qui sont là ce soir. Merci beaucoup Angélique. Merci beaucoup. Moi j'aimerais bien qu'on réagisse tout d'abord par rapport à un des éléments qui a été donné, c'est cette espèce de résilience des clients d'Ideal Wine, c'est-à-dire par rapport à ce dérèglement climatique, on ne va pas l'appeler forcément réchauffement puisque l'année 2021 a été assez évidente pour ça, elle n'a pas été très très chaude. Donc j'ai envie de vous poser la question, Gabriel, comment on peut analyser ça, cette espèce de résilience où finalement on fait confiance au domaine, le réchauffement dans le verre, pas plus que ça. Enfin, comment on peut appréhender cela ?
Oui, c'est agréable à voir et en même temps, ça nous montre une chose, c'est qu'il y a un vrai optimiste, en tout cas du point de vue des consommateurs chez Idlewild, ils sont très optimistes. Et il y a pour moi cette dissonance qu'il y a entre l'optimisme des consommateurs et puis les vignerons qui sont un peu pessimistes en voyant les années qui sont de plus en plus difficiles avec des épisodes de changement climatique qui impactent beaucoup leur production. Je pense que ce décalage-là, il faut rapidement réussir à le combler parce qu'on va avoir des problèmes où derrière l'optimisme d'un consommateur qui espère avoir son allocation régulière chaque année de Bourgogne, va y avoir un jour où va y avoir un choc brutal. 2021 n'a pas été très productif à Meursault, par exemple. Et si je ne peux pas avoir mes 6 bouteilles que j'avais commandées, comment je vais réagir? Je vais certainement réagir très mal si j'ai surévalué de manière trop optimiste ce qui se passe dans le vignoble. Donc, Angélique, je te rejoins à 200% là-dessus. Il faut absolument communiquer pour pas qu'on ait cette sensation de duperie, parce qu'après, les consommateurs vont se sentir dupés par le producteur. Et c'est absolument pas ce qu'on veut. On veut vraiment un partage serein et en confiance. Tout à fait. Alors, on va peut-être voir maintenant, on va poser la question aux producteurs ou du moins intervenants dans le vignoble et lécher leur point de vue. J'imagine que, bien évidemment, quand on s'intéresse à la vigne et qu'on élabore du vin, en revanche, le dérèglement climatique, on le vit vraiment. Hervé Gestin, vous allez nous expliquer en Champagne comment ça se traduit concrètement dans le vignoble et dans le chai. Oui, alors je pense qu'il faut parler effectivement de dérèglement et non pas de réchauffement. Je pense que tous les vignerons champenois qui sont dans l'assistance ont vécu 2021, 6500 kilo-hectares de moyenne, alors qu'en principe, on se balade entre 10 000 et 12 000 kilo-hectares. Cette année, c'était l'inverse, on a dépassé les 12 000. Les vignerons champenois n'osent pas dire leur rendement. Bon. Alors évidemment, on passe d'un extrême à l'autre, et en face de cet extrême à l'autre, il faut s'adapter, à la fois dans la vigne, à la fois sur le plan social. Quand on travaille de nuit, par exemple, il faut l'anticiper. On a tous des salariés et auxquels il faut offrir les meilleures conditions de travail possibles. Et puis, on a la partie énologique. Bon, les trois forment un tout qu'on doit prendre en considération chaque fois qu'on réalise quelque chose. Et il se trouve que nous avons aussi des contraintes en face, notamment liées à l'administration et liées à la protection des appellations qu'est l'INAO. Bon, alors l'INAO est un très bel organisme, mais c'est une vieille dame endormie, et de temps en temps, il faut un petit peu la bousculer pour qu'elle accepte un certain nombre de modifications à ces règles. Voilà. Alors, je ne vais pas citer toutes les boîtes à outils dont on dispose, mais retenez simplement que la biodynamie nous a permis, par la gestion des sols notamment, par la gestion des couverts végétaux, par l'utilisation de certaines préparations, qui permettent à la vigne de s'adapter aux différences de température dans une certaine mesure. C'est quand même pas quelque chose qui marche à tous les coups. Et puis, le développement d'une énologie qui va être une énologie extrêmement respectueuse, mais qui va prendre en compte non seulement les paramètres de réchauffement, mais aussi les paramètres écologiques. Je pense notamment à la gestion des fûts, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Tout à l'heure, effectivement. Peut-être plus que les solutions, moi c'était peut-être effectivement la révélation directement dans le vignoble, et j'aimerais bien entendre Saskia sur le sujet. Peut-être que on va prendre Château Lafite Rothschild et Château l'Évangile, Pomerol, Pauillac, rive droite, rive gauche. Est-ce que les effets de ce dérèglement climatique impactent de la même façon ces deux propriétés ? Alors, absolument pas, pour tout un tas de raisons, et par rapport à ce que soulevait Hervé avant moi. Je pense que ce qui est intéressant dans la manière dont on vit le dérèglement climatique en tant que vigneron aujourd'hui, c'est comment on peut réagir en prenant le temps, parce que tout ce qu'on fait dans le vin, ça prend très longtemps. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il faut regarder très en arrière et regarder comment les choses ont été faites depuis des années, et se dire que si on veut adapter notre manière de faire, ça va prendre beaucoup de temps. Typiquement, vous parliez des enherbements, on peut aussi parler de tout ce qui sont de l'agroécologie. Par exemple, à Lafite, c'est vrai qu'on va arracher jusqu'à 4 hectares de vignes pour planter des haies et créer des couloirs végétaux pour rééquilibrer en fait nos vignobles et considérer que c'est une forme de pérennité, au-delà du passage au bio, au-delà de tout un tas d'autres démarches que l'on a.
on réorganise notre vignoble. Et pour le faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé des cartes de 1950, où on se rendait compte en fait qu'à cette époque-là, il y avait dans l'organisation des parcelles des zones qui avaient été préservées parce qu'il y avait une personne qui avait un massif, une autre zone qui n'avait jamais été plantée parce qu'en fait, elle ne produisait pas du très bon vin, donc c'était un massif de vieux arbres. Et donc, on apprend du temps, et cela va prendre du temps à s'adapter. Et je crois que c'est vraiment le point le plus important. C'est que c'est vraiment on va un peu remettre notre logiciel par rapport à ce réchauffement que l'on vit, on en a parlé avant, depuis les années, je dirais 80, d'abord comme un peu une super nouvelle. Il y a eu Alors est-ce que voilà, justement, est-ce que finalement, au départ, ce dérèglement climatique n'a pas été favorable, et notamment dans le Bordelais, et notamment en Champagne, parce que quelque part, est-ce que ça n'a pas amélioré la maturité des raisins? Est-ce que quelque part, ça n'a pas été un allié avant, je dirais, d'arriver sur ces dernières décennies, où quelque part, on voit que ça va commencer à se compliquer un petit peu? C'est vrai que quand on voit la décennie de 80, c'est une décennie extraordinaire, mais bon, enfin, on voit 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, c'est des millésimes extraordinaires, c'est des premiers millésimes à Bordeaux où le Cabernet Sauvignon perd ce côté pyrazine, ce côté un peu vert, que moi j'adore, pas par ça, mais on va vers quelque chose qui change. Et c'est vrai que moi j'ai toujours entendu mon père et monsieur Boisseneau et son fils parler de cette décennie-là comme un moment critique. Après, je voulais juste vous répondre sur la différence entre l'Évangile et Lafite. Un cépage qui est beaucoup plus difficile à gérer vis-à-vis du réchauffement, et c'est pas un secret, c'est le Merlot. C'est un cépage qui est beaucoup plus sensible parce qu'il est plus fragile, parce qu'il va mûrir plus. Et c'est vrai que le Cabernet Sauvignon, on l'appelle un peu notre meilleur 4-4, quoi. C'est vraiment un cépage qui résiste bien. Et donc, en effet, on a deux situations différentes. On a aussi deux situations différentes entre l'Évangile et Lafite, car l'Évangile est un jeune vignoble qu'on a entièrement restauré depuis la fin des années 90. Une vigne jeune va avoir beaucoup plus de difficultés. Et donc, c'est vrai que cette année, on a pu voir, de manière générale, l'appellation de Pomerol, qui est une des plus chaudes de Bordeaux, a demandé une dérogation pour pouvoir d'ailleurs potentiellement arroser les jeunes vignes. Donc en effet, c'était beaucoup plus impactant sur cette... Au niveau de Pomerol. Cette appellation-là. Tout à fait. Et Hervé, j'aimerais bien vous entendre sur la Champagne, parce que on voit bien, on a parlé justement de ces consommateurs qui se tournaient vers des champagnes de moins en moins dosées. Est-ce que quelque part, pour le coup, la maturité des raisins ne permet pas aussi plus facilement aujourd'hui aux producteurs de champagne d'abaisser le dosage des cuvées et de proposer et d'avoir des maturités qui permettent de proposer ce genre de cuvée? Oui, alors, ce qu'on observe, nous, on a un gros problème en Champagne, c'est le problème technologique. Vous savez qu'on élabore une prise de mousse, on fait une prise de mousse, une deuxième fermentation en bouteille. Donc, on utilise évidemment des levures pour le redémarrage de cette fermentation, mais on a des paramètres limitants. Et parmi ces paramètres limitants, on a le degré alcoolique. Cette année, par exemple, en Champagne, moi, j'ai vu de nombreux vins qui dépassaient les 12 degrés. Vous rajoutez 1,3 degré à la prise de mousse, ça veut dire que dans votre bouteille, vous êtes à 13 passés. Et la levure, elle commence à montrer les signes de fatigue dès qu'on dépasse les 12,5, 12,6, 12,7. Évidemment, il y a d'autres paramètres, il y a la température, le pH, l'azote, etc. Mais c'est vraiment un point fondamental. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de producteurs, de plus en plus de producteurs, recherchent le degré. Moi, quand j'ai commencé à travailler, quand on avait un 9,5 sur un pressoir, tout le village le savait. Quand on avait un 10, on avait la Légion d'honneur. Aujourd'hui, quand vous avez un 10,5, on vous montre du doigt. Bon, alors il y a une dérive qui s'est instituée depuis un certain nombre d'années, alors pour des raisons diverses, mais beaucoup de jeunes œnologues ont été formés à l'étranger, dans des pays comme l'Australie, comme la Californie, etc. Et quelque part, ont ramené de leur voyage cette notion de vinification de vin tranquille. Je pense notamment à la dégustation des baies, qui est une technique très très intéressante. Mais j'ai vinifié un peu partout en Europe, et c'est vrai que dans tous les pays dans lesquels j'ai vinifié, l'Italie, l'Espagne, la Russie, on recherchait un 10,5, 11. 11, c'était le maximum. On ne vendangeait pas ce qui se trouvait au-dessus de 11. Et donc, inutile de vous dire que la dégustation des baies, personne ne la faisait. On suivait en fait l'évolution du degré, point final. En Angleterre, c'est différent. Je continue à vinifier en Angleterre. En Angleterre, aujourd'hui, on a la situation qu'on avait dans les années 80
en Champagne, avec des degrés cette année qui étaient exceptionnels. On avait 10 degrés potentiels et 10 grammes d'acide exprimés en acide sulfurique, donc un équilibre parfait. Mais voilà, on a cette dérive, on le constate, donc on a ce problème technologique, et à un moment donné, voilà, il faut assurer la prise de mousse. Alors, justement, même si effectivement ces clients ont l'air assez résilients, on a quand même remarqué qu'ils attendaient quand même un petit peu de fraîcheur. Ils ont quand même envie d'avoir des vins qui soient plus digestes. Alors justement, Gabriel, moi j'aimerais bien essayer de nous expliquer en termes de gustatif, qu'est-ce que ça signifie la fraîcheur. Un vin peut être frais par sa température, mais sinon en termes de ressenti de structure, c'est quoi un vin qui exprime de la fraîcheur? C'est un terme que tout le monde comprend, mais qui est très difficilement quantifiable. On peut mesurer le degré d'acidité dans un vin, et le degré de fraîcheur, c'est pas évident. Ça part du fait qu'en fait la notion de fraîcheur, c'est une notion qui est très multisensorielle, qui agit à la fois au niveau de l'aromatique, au niveau des textures, au niveau de la bouche. Moi, je séparais au moins 2 types de fraîcheur. Il y a une fraîcheur que je pourrais qualifier de tonique, dans des vins où on va chercher des arômes un peu mentholés, par exemple, des amertumes, des choses qui vont rappeler un peu quelque chose qui vont être énergisant, vitalisant, quelque chose qui nous réveille. Et après, il y a des fraîcheurs qui sont plus désaltérantes, qui sont notamment guidées un peu par l'acidité, qui va stimuler notre salivation, qui va finalement compenser une bouche un peu sèche, et on va avoir quelque chose qui est réhydratant un petit peu, associé à des textures plus fluides. Donc moins de tanin, moins d'astringence, moins de sucre. Et ces textures fluides, c'est quelque chose qui va aussi être agréable, plus digeste, disait Angélique. Voilà, on peut considérer que c'est 2 formes de fraîcheur, une tonique, une plus désaltérante. La désaltérante, ce serait aussi quelque chose qui finalement crée de la buvabilité quelque part. C'est des vins qui se boivent davantage. Et donc derrière ça, on se cache des notions de tanins aussi. On l'a bien vu ici. Quand les tanins sont peut-être trop durs ou trop présents, on a quelque chose qui est moins buvable. Et du coup, on a quelque chose qui est du coup plus blanc, plus rosé, plus effervescent. Alors, il y a un paramètre aussi qui est important, c'est le sucre. En Champagne, tu nous en reparleras, Hervé, mais le sucre, c'est une clé. Quand il y a trop de sucre, ça devient trop lourd, trop épais, trop pâteux, et on fuit ces vins-là. Sauf s'ils sont capables de compenser un peu de manière désaltérante. Alors, il y a plein de techniques pour essayer de compenser le sucre, l'acidité en est une. Moi, j'en remarque une qui est très intéressante et qui se passe notamment en Alsace, par exemple, en France, c'est effectivement les vins oranges. Tu en as parlé, les vins de macération. Voilà en Alsace une petite révolution qui se fait, une innovation, j'appellerais ça, où sur des cépages qui sont trop pâteux, trop sucrés, comme le Gewürztraminer, le Muscat, qui commencent à être difficilement tolérables du point de vue des vins sucrés, on va retourner vers une macération qui va donner à ces cépages beaucoup de vie, beaucoup de vigueur, et un côté tonique, justement avec ces amers qui sont extrêmement intéressants, et qui vont nourrir aussi un nouveau marché. Alors peut-être qu'en France, ils ne sont pas encore majeurs, ces vins-là, mais on l'a vu à l'étranger, il y a beaucoup d'appétit pour ces vins-là. Au Japon en particulier, ils adorent les vins de macération, les vins oranges. Donc là, voilà un exemple d'innovation. Comment on peut rebondir sur une difficulté pour mieux trouver quelque chose qui peut être intéressant et ouvrir vraiment le monde du vin à vraiment un nouvel horizon. Alors justement, quand on est producteur aujourd'hui, Saskia, comment est-ce qu'on essaie de préserver cette fraîcheur que les consommateurs attendent de plus en plus dans les vins? Qu'est-ce qu'on modifie? Est-ce que le travail se fait à la vigne? Est-ce que le travail se fait dans le chai? Est-ce qu'il se fait un petit peu dans les deux? Alors, il se fait... Pardon, il se fait surtout et avant tout à la vigne. C'est la première chose. Et c'est vrai qu'à l'Évangile, donc on est le plus confronté avec cette situation. On essaye beaucoup de choses. Premièrement, on va venir changer la manière dont on palisse la vigne pour avoir moins de feuilles, pour avoir moins d'évapotranspiration, pour donc que la vigne tire moins, produise moins de sucre. On va surtout piloter la date de vendange. Cette année, on parlait de dégustation de baies. Au moment où on a dégusté les baies, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande différence entre les baies qui étaient côté levant et côté couchant. Donc on a vinifié à des dates différentes les deux côtés des vignes, ce qui peut se faire si on a une petite propriété. C'est sûr que si on est en Champagne, c'est plus dur. Mais c'est vrai que les premières choses, c'est réellement la vigne et puis évidemment les assemblages. Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme cépage? On en parlait pour aller chercher cet équilibre. L'autre chose au chai, je pense que au-delà de ce qu'on a vu, il y a aussi beaucoup eu des phénomènes de mode au chai, de vouloir pas mal extraire, de vouloir pas mal produire des vins qui étaient
plus sur le fruit, sur le bois, qui était un peu waouh, mené un peu par toute cette mode de Parker qui était venue influencer un peu certaines personnes. Et c'est vrai qu'au-delà je pense que le réchauffement plus la fin de cette ère Parker sont deux très bonnes choses qui viennent en fait un peu en même temps. Donc je pense qu'il y a un peu les deux et que le fait d'être moins interventionniste au chai est vraiment une belle nouvelle, permet d'aller chercher des choses qui sont plus identitaires, d'aller vraiment se poser la question de comment est-ce qu'on va élever nos vins, des équilibres, est-ce que ça va être des foudres, est-ce que ça va être plutôt du bois, pas du bois neuf, comment on perçoit le bois, parce que c'est une question, vous parliez de la question de la fraîcheur, c'est vrai que les consommateurs pensent qu'ils veulent beaucoup de fraîcheur et après on fait des dégustations et souvent en fait les personnes préfèrent les vins assez boisés, donc il faut se rendre compte que quand même les personnes aiment le bois. Mais quel type de bois? Donc comment on va aller travailler? Et Taranceau fait un travail avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Litou, que vous devez peut-être connaître les uns les autres, sur la perception du bois et comment est-ce qu'on va chercher un bois qui ne maquille pas mais qui aide l'identité, qui est hyper intéressante. Donc je pense qu'il y a aussi tout ça qui va avec, c'est d'être moins interventionniste et d'aller chercher plus de précision et plus d'identité. Ouais. Hervé, moi j'ai bien évidemment envie de vous entendre. Je sais qu'au sein de la maison de Leclerc-Briand, vous faites quand même beaucoup de tests de contenants dont on ne soupçonne même pas l'existence. Est-ce que ça, c'est cette recherche de différents types de contenants, alors je vais vous laisser les citer parce que c'est assez intéressant, mais est-ce que ça participe à cette quête de fraîcheur? Qu'est-ce que vous cherchez justement quand vous testez ces différents types de contenants? Oui, et dites-nous lesquels ils sont. Je crois que ce qu'a dit Sassia est important, c'est qu'on n'est pas du tout interventionniste. On est là vraiment pour laisser le vin exprimer ce qu'il a exprimé, et nous, êtres humains, on n'est pas toujours très, très intelligent quand il s'agit de comprendre la nature, donc on lui fait pleinement confiance. Alors, on utilise différents contenants, évidemment l'inox qui fait partie du panorama d'une cave, le verre qui est relativement nouveau, qu'on a commencé à tester il y a 5 ans maintenant, la terre cuite, le grès, le titane, et puis, vous l'avez pour certains d'entre vous vu dans la presse, un inox recouvert d'or en fait. Bon. Alors, tout le monde nous a pris pour des fous furieux, etc. Mais derrière cette notion, il y a une notion extrêmement profonde qui est liée à la biodynamie et au principe de la transformation du raisin en vin. Alors, comme vous le savez certainement, Steiner n'a jamais travaillé sur le vin. Steiner considérait que le vin n'était pas bon pour l'être humain. Il a très peu travaillé sur la vigne. Donc, ce qui veut dire que quand on était en biodynamie, il fallait trouver les clés pour élever un vin avec des principes qui soient dans la continuité de la biodynamie à la vigne. Voilà. Alors, donc, on teste tous ces récipients. Et l'idée, c'est que, enfin, à titre personnel, quand on abat un chêne qui a 120, 130, 150, 200 ans, pour fabriquer une barrique destinée à l'élevage du vin, quelque part, sur un plan écologique, on n'est pas certain de faire repousser le même chêne dans les prochaines années. Donc on prépare un peu cette transition, non pas pour éliminer complètement le chêne de notre cave, mais pour limiter au maximum le nombre de barriques dont on dispose. Donc ça, c'est un point important. L'autre élément, c'est qu'on recherche la pureté, en fait. On recherche vraiment la pureté du fruit, et la pureté du fruit passe souvent par l'utilisation du verre, par exemple. On réalise aujourd'hui une cuvée, et puis je te donne la parole, on réalise une cuvée donc, dans laquelle on a assemblé en 2016, donc les 3 contenants, terre cuite, bois et or. Elle arrivera sur le marché en fin d'année, peut-être qu'Ideal Wine aura la primeur de cette cuvée, et puis on continue tous les ans. Cette cuvée est élevée, donc c'est une cuvée qui n'a jamais eu, elle est issue d'un vignoble qui n'a jamais connu la chimie, qui a été plantée il y a 35 ans en bio et ensuite en biodynamie, et c'est une cuvée qui est élevée 0 sulfite, sans aucun apport de soufre, et donc on compare, donc c'est une analyse qui est réalisée par 2 universités, on compare un peu l'évolution de ces vins, mais l'idée finale c'est d'assembler pour pouvoir justement s'affranchir de ces problèmes liés à trop de maturité ou à pas suffisamment de maturité, en fait. Voilà. Donc ce sont les sujets sur lesquels on travaille. On travaille sur plein de sujets, je ne peux pas tous les citer ce soir, mais certains sujets vont arriver là dans les prochains mois et vont créer une véritable révolution dans le domaine de la viticulture. Je ne peux pas en parler ce soir, mais voilà, on travaille sur des sujets qui sont... Vous nous mettez en appétit. Voilà. Alors moi, Gabriel, j'aimerais bien vous écouter. Effectivement, on voit bien que ces vignerons, ces domaines, ces propriétés essaient de s'adapter, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas un risque qu'on change?
on voit que tous ces clients font confiance au domaine. Si on leur change le style du vin, est-ce qu'il n'y a pas un risque en essayant de sauvegarder, enfin, quels sont les leviers sur lesquels ils peuvent jouer sans forcément trop changer le profil de leur vin? La question du changement, c'est une question compliquée. Hein. Est-ce qu'il faut résister au changement? Cette question me fait penser à une grande phrase qu'il y a dans le Guépard, dans le film et dans le livre du Guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. Et je pense que peut-être que ce qu'on voit, et je vais rebondir un petit peu sur ce qu'on a entendu avant, c'est que ça demande peut-être de plus aller courir derrière le même cheval. On va peut-être moins courir vers le consommateur pour faire un vin qui lui plaît, et peut-être mieux essayer d'écouter sa vigne ou son vin. J'entends Saskia qui nous dit « Aujourd'hui, je suis obligé de personnaliser au plus près de ma vigne pour pouvoir contenir ce changement qui est devant moi. Donc je suis obligé de mieux la connaître. » Et certainement, il y a des pratiques qui permettent de mieux connaître son vignoble. En Champagne, les dosages diminuent. Mais qui c'est qui décide du dosage? Finalement, c'est moins le consommateur et peut-être plus le vin. C'est le vin qui décide si il lui faut un peu de sucre ou pas du tout, ou un peu plus. Finalement, c'est lui qui a le dernier mot. Et peut-être que ça doit nous aider aussi à être plus en phase sur le fait que, oui, les choses vont changer. Alors, on pourrait trouver des méthodes pour ne pas changer le vin. Les champenois sont toujours très innovants là-dessus. Ils ont assemblé des millésimes. C'est quelque chose qu'on fait très bien en Champagne. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait faire aussi peut-être dans d'autres vignobles? Est-ce qu'on serait prêt à accepter ça? Si on veut des vins qui ne changent pas, ajoutons les millésimes ensemble. Je suis sûr qu'ici dans la salle, ça choquerait beaucoup de personnes de dire tiens, on va assembler tous les derniers millésimes de Lafite, comme ça ferait un vin équilibré. Ça nous choquerait, ça. Donc, quelque part, voilà un peu peut-être les curseurs, il faut peut-être essayer d'être plus en phase avec ce qui se passe. Il faut que les vignerons communiquent à fond là-dessus, il faut qu'ils expliquent ce qui se passe, leurs difficultés, les grands millésimes mais aussi les mauvais, pour qu'on soit aussi capable d'être plus à l'écoute de l'environnement dans lequel, et pas dans une bulle, dans la bulle des grands vins, dans une bulle qui serait peut-être, qui nous isolerait finalement du changement qu'on est en train de vivre. Exactement. Donc le vin doit nous ouvrir finalement sur le monde. Hein, complètement. Mais alors justement, j'ai quand même bien l'impression que ce soit au domaine Baron de Rothschild, que ce soit vous, Hervé, au sein des différentes maisons de champagne et notamment chez Leclerc-Briand, vous êtes constamment en train de faire de la recherche, vous êtes en train constamment de tester plein de choses. J'aimerais, Saskia, que vous nous parliez justement d'une parcelle que vous appelez la parcelle phare, je crois qu'il se trouve à Lafite Rothschild. Expliquez-nous un petit peu ce que vous... Voilà, je crois que vous n'avez pas encore suffisamment de recul pour nous donner les résultats de cette expérimentation, mais en tout cas, expliquez-moi quel objectif est là et où vous en êtes aujourd'hui. D'abord, je voudrais dire que je suis totalement d'accord avec le fait qu'il faut qu'on soit totalement transparent en fait sur les difficultés et les partager. Et un millésime difficile, c'est un millésime qu'il faut aimer et qu'il faut raconter pour ses difficultés parce qu'il en est d'autant plus touchant. Et je pense qu'il peut toucher les personnes qui le boivent d'une autre manière. Donc je suis totalement d'accord. Cette parcelle, je peux pas vous en dire, je peux vous en dire beaucoup parce qu'elle est prête, mais elle n'est pas plantée. On va la planter c'est au printemps. Donc on a les clones. On a fait tout un travail de sélection massale sur le plateau de Lafite, donc que des parcelles qui étaient plantées avant le gel de 1956. Pour aller chercher donc, des individus en particulier qu'on souhaitait développer et qui serviraient à replanter le plateau de Lafite dans 10 à 20 ans. Donc c'est un travail qui prend 4 ans. 4 ans où on traverse la vigne et on marque certains individus une année, puis une deuxième année, puis une troisième année, puis une quatrième année, parce que d'une année à l'autre, ils peuvent réagir différemment. Et au-delà de planter ces individus-là dans cette parcelle, on a pris la décision de planter des cépages qu'on n'avait pas forcément le droit de planter, qui pouvaient être typiquement des cépages résistants, qui pouvaient être des cépages qui aujourd'hui n'étaient pas autorisés en appellation Pauillac, et certains même pas autorisés en appellation Bordeaux. Et on se dit, on les plante en 2023, peut-être qu'en 2035, en 2040, on verra comment ils réagissent. On ira aussi palisser différemment certaines vignes et avoir ainsi un tout petit peu d'anticipation avec le temps. Oui. Donc c'est cet effort-là
qu'on va faire. On peut savoir quels sont ces cépages qui ne sont pas du tout autorisés. Enfin, c'est pas, ils sont c'est une pas expérimentation. non plus, Là, voilà, vous n'allez pas les mettre en production. C'est vraiment à titre expérimental. Donc, ah non, on en fait une quantité qui permet qu'on fasse des de vinifier, micro-vinifs. bien évidemment. Typiquement, il y a par exemple de tous les cépages résistants qui peuvent être le Castet, l'Ariarnoa. Il y a aussi des cépages comme la Syrah, le Mourvèdre, des cépages du sud. Donc des choses assez différentes. Voilà. Allez-y, Gabriel. Il y a 4000 cépages qui attendent au domaine Vassal, là, qui sont en difficulté. Est-ce qu'on ne peut pas les accueillir un petit peu au château Lafite-Rothschild pour aider ce conservatoire botanique qui est unique au monde? On nous envie et on a besoin d'aide pour préserver cette biodiversité ici dans laquelle on va devoir piocher plus tard pour pouvoir être plus résilient. Et pourquoi pas à Rieussec, à Sauternes, on va déjà accueillir le conservatoire des cépages du Sauternais. Donc on est très à cheval, nous, sur la conservation des cépages. On pense que c'est un investissement important. Donc voilà, je regarderai. Est-ce que de votre côté, Hervé, vous avez dit vous avez plein de choses, il y a des choses qui vont sortir prochainement dont on ne saura rien ce soir, mais on les attend avec impatience. Est-ce qu'il y a ce type d'expérimentation que vous aimeriez partager avec nous ce soir, qui vous semblent intéressantes et qui peuvent effectivement donner, je dirais, dans un avenir plus ou moins proche, des résultats Alors, tout ce qu'on réalise en fait au vignoble et dans la conduite de la vigne, donc avec les principes de la biodynamie, mais la biodynamie aujourd'hui, elle est un peu réductrice en fait. Bon, donc il est évident qu'il faut être un peu innovateur, mais innovateur en reprenant des idées qui existaient à un moment donné et qui ont disparu de la circulation, notamment après la Seconde Guerre mondiale en fait. Voilà. Et donc l'idée, j'ai bien aimé ce que disait Gabriel. Aujourd'hui, en fait, à la fois pour la vigne et pour le vin. Je crois qu'on élabore un grand vin avec son cœur, en fait. Non pas avec son intelligence, non pas avec son cerveau gauche, mais probablement avec son cerveau droit, en fait. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de raisonnement, je ne dis pas qu'il ne faut pas de recherche et développement, mais je crois que le vin est une substance qui prend tout de l'être humain, qui prend toute la nature, et c'est un formidable messager de tout ce que la nature a à nous dire. Donc, il est évident que dans notre pratique quotidienne, le respect de ce produit, qui est un produit éminemment noble, et qui a beaucoup de choses à apporter à l'être humain, est pris en considération. Alors, ça passe par de multiples gestes. Je vais en citer un au niveau de l'énologie, mais j'avais commencé à écrire un livre sur le sujet, mais je crois que je vais m'arrêter parce que, voilà, c'est un peu trop complexe. Avant de mettre un vin en bouteille, par exemple, on élève dans un fût, on élève dans des wine globes, on élève dans des cuves inox. Donc, le vin ne connaît pas la forme de la bouteille. Le vin, et vous savez que la forme de la bouteille est quelque chose de fondamental sur ceux d'entre vous qui connaissent un peu la géobiologie. La forme est quelque chose de fondamental dans le développement de la vie, en fait. Et donc, avant de mettre un vin en bouteille, on prend un petit échantillon d'une cuve, on lui fait faire le tour de la bouteille pour qu'il s'imprègne du matériau qu'il ne connaît pas, pour qu'il s'imprègne de la forme. Une fois qu'il s'est imprégné de cette, entre guillemets, de cette substance inconnue pour lui, on le renvoie dans la cuve d'origine et cette information est communiquée à la masse du vin, en fait. Voilà, on réalise plein d'opérations comme celle-là qui seraient difficiles de décrire ce soir et très sincèrement qui apportent une dimension, on a parlé de dimension à l'instant, qui apporte une dimension absolument extraordinaire. Et pour la vigne, c'est exactement la même chose. Quand on se rapproche de la vigne, on apprend à communiquer avec ces vignes. On a parlé de sélection massale, les sélections qui ont vécu beaucoup de bouleversements et qui ont réussi à s'adapter. Maintenant, on parle des francs de pied. On sait que le porte-greffe, il est à l'origine d'un certain nombre de soucis. La greffe elle-même, le porte-greffe, etc. Donc il y a de multiples facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais ce que je vais dire simplement, c'est que moi maintenant, je ne me lève plus le matin pour faire des vins mousseux. Il y a des milliers de personnes dans le monde qui font de très bons mousseux. Je me lève le matin pour élaborer un vin, non pas pour des consommateurs, je suis désolé, Angélique, mais pour des êtres humains, en fait. Voilà. Et ça change tout, en fait. Ça change tout. Parce que quand vous élaborez un vin pour des êtres humains, vous n'avez plus du tout les mêmes réactions, en fait. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Alors, je sors un peu du cadre, je suis désolé. Non, mais c'est tout à fait intéressant. C'est quelque chose, en fait, qui dépasse la simple technique. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de beaucoup plus holistique. Voilà, on prend la vigne, on prend le vin dans leur globalité et on regarde
à quoi ces produits sont destinés, à qui ces produits sont destinés. Voilà. Oui, je crois que Cyril citait tout à l'heure en introduction une qui correspond assez bien à ça. Gabriel, est-ce que vous voyez comment on voit bien que ces vignerons sont obligés de s'adapter. Est-ce qu'aujourd'hui nos AOC nous permettent de faire tout ce que l'on veut? Quelles sont les marges de manœuvre possibles? Et est-ce que tous les vins vont devenir des vins de France? Est-ce qu'on va tous se mettre à boire des vins nature ou des vins, je ne sais pas, mais... Je ne suis pas représentant de l'INAO, malheureusement, et je ne pourrais pas faire de grandes annonces. Mais on parle de l'INAO, des AOC, effectivement, il faut créer de la souplesse à ce niveau-là. Vous aviez un point de vue intéressant en disant que voilà, les critères de jugement de l'INAO sont vraiment toujours beaucoup sur l'olfactif et peu sur la structure. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont un peu plus tangibles à faire évoluer de manière un peu plus... Non, il faut introduire un peu de flexibilité dans ces AOC, au risque d'avoir sinon beaucoup de gens qui vont le quitter pour pouvoir être plus flexibles et pouvoir s'adapter. Il ne faut pas que l'AOC empêche les gens de fonctionner, il faut que l'AOC protège le vigneron, c'est sa mission première. L'AOC doit protéger le vigneron, et en étant aussi stricte, elle l'empêche de s'adapter, donc elle le met dans une situation périlleuse. Donc ce message-là, il faut essayer de le porter assez haut, il faut changer ses critères, il faut changer les critères de vinification, de cépage peut-être, il faut créer des paramètres supplémentaires. Moi, il y a un paramètre en tant que personne qui s'intéresse aux perceptions, je vois que les listes ici, dans les décisions d'agrément, la liste qu'on utilise pour savoir si un vin est autorisé ou non, par exemple, pour rentrer dans une appellation, c'est une liste de 51 critères, dont la plupart sont des critères olfactifs. Et on sait comment le paramètre aromatique change beaucoup et est impacté par le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, si un vin sort de l'appellation parce qu'il y a un petit critère olfactif qui ne va pas, alors que la personne a tout fait pour essayer de balancer un équilibre, une fraîcheur, une harmonie en bouche, on se trouve devant des situations ubuesques. Et c'est là qu'il faut vraiment, à mon avis, changer l'ensemble de la belle endormie, c'est comme ça que tu l'as appelé, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il faut lui insuffler quelque chose de nouveau, et j'espère qu'on ne va pas, en France en tout cas, être retardé par cet excès de protection. C'est mon seul souhait. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, au Saskia ou Hervé, vous, le carcan des AOC est de plus en plus pesant, ou est-ce que quelque part aujourd'hui vous ne, alors en dépit des expérimentations que vous allez faire, hein, bien évidemment, mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, reprenons Pomerol, où a priori c'est là où vous êtes le plus impacté, est-ce que vous avez fait une autorisation de demande d'irrigation cet été? Est-ce que là pour le moment... Non, mais typiquement, un sujet intéressant, c'est le gel. En ce moment, il y a tout un exemple simple, il y a des essais qui ont été faits sur protéger les vignes avec un voile. C'est pour l'instant pas autorisé par l'INAO, et c'est vrai que nous, on a mis au budget des voiles, et on s'est dit, s'il y a un gros gel, on sortira la Lafite en vin de France, c'est pas très grave. D'accord. Donc voilà. Ah ouais, ok. Donc voilà. Pardon, c'est un peu choquant. Ouais, non, mais si, non, mais très bien. Mais au moins on aura des raisins, et je pense que mettre un voile sur ces vignes une nuit ne va pas affecter. Et quelles sont les raisons pourquoi l'INAO interdit ces voiles? Je pense qu'ils vont bientôt les autoriser. Les autoriser, d'accord. Et vous, Hervé, est-ce que vous vous trouvez parfois un peu en délicatesse avec... Alors, oui et non, mais oui, enfin, je vais vous citer un exemple précis. On a parlé de fraîcheur tout à l'heure, on a parlé de préservation de ce côté fruit, de ce côté... Voilà. Et on a un problème en Champagne, c'est le rendement au pressurage, en fait. Voilà. Vous savez que de 4 tonnes de raisin, de 4000 kg de raisin, on doit tirer 2550 litres de mou. Pourquoi 2550 litres de mou? Certaines années, c'est très bien. Certaines années, c'est pas bien du tout, en fait. Et on ne peut pas s'adapter. Voilà. Vous pouvez en tirer moins, naturellement, mais quand on connaît le prix d'un kilo de raisin, c'est difficile d'en tirer moins. Hein. Ouais. Donc voilà, ça c'est une règle qui, à mon avis, n'a plus de sens aujourd'hui. Moi, je vois en Angleterre, on fait ce qu'on veut. On fait vraiment ce qu'on veut. On pressure à la dégustation avec le pH mètre, le conductivimètre, etc. Mais voilà, donc ça c'est un élément important, le rendement au pressurage, et c'est l'une des forces de la Champagne, c'est de maîtriser le pressurage. Voilà, la Champagne est peut-être la région au monde qui maîtrise le mieux ces opérations de pressurage en grappe entière sur des cépages blancs, en fait. Enfin, sur des cépages noir, pressurage blanc. C'est ça, exactement. Voilà. D'accord. Est-ce que vous verriez autre chose, Gabriel, par rapport aux résultats de l'enquête qui vous ont marqué ou qui vous ont...
Non, bah, interpellé. vous avez vu aussi peut-être le décalage qu'il y a entre les consommateurs français et étrangers. Je trouve que ça c'est important de se rendre compte que peut-être en France on est peut-être trop conservateur encore, et donc faut pas hésiter à aller chercher des nouvelles choses dans d'autres vignobles, aller être curieux, être au contact des vignerons qui eux vont essayer d'innover, parfois avec des prises de risques qu'il faut accompagner, et c'est à nous de les accompagner, c'est à nous en tant que prescripteurs de vin, en tant que vendeurs de vin, on doit aider ces vignerons qui ont besoin parfois de sortir des vins qui sont peut-être à côté d'une typicité. La vraie question, c'est ça, c'est est-ce que je dois faire un vin qui doit être typique, ou est-ce que je dois faire d'autres expériences? Ça, pour moi, en ce moment, le vignoble est très excitant pour ça, c'est que chaque vigneron essaie de faire d'autres choses, et donc on découvre d'autres dimensions, d'autres personnalités d'un terroir. Le but du vigneron, c'est quand même d'exprimer, de transmettre le message du terroir à des personnes qui sont ici dans leur siège, et si on peut être transporté dans un terroir sans bouger de notre siège, c'est quand même fantastique. C'est là aussi qu'on voit aussi la résilience des grands crus. On a parlé aussi des changements climatiques, mais les anciens nous ont montré déjà, les grands crus, ce sont souvent des parcelles qui sont capables d'être plus résistantes à ces changements, où il y a moins d'oscillations, moins d'amplitude d'oscillation. Donc, privilégier ces grands crus, renouveler ces grands crus, chercher à préserver ces grands crus, ça je pense c'est aussi très important pour que ce message se pérennise. Et puis, dernier point, on peut avoir des innovations qui peuvent venir à différents endroits, innovations technologiques, etc., œnologiques, je vous laisserai en parler, mais j'en pense une, on parlait tout à l'heure d'NFT par exemple. Les NFT, c'est une super idée pour pouvoir réussir à identifier une bouteille et l'empêcher de faire 10 fois le tour du monde avant de passer entre 10 acheteurs à la personne finale. Mais aujourd'hui, le NFT, dans le côté négatif, c'est que c'est une technologie qui demande beaucoup de carbone. Pour faire un NFT, il faut 200-300 kg de CO2 à peu près. Parce qu'il faut faire tourner les... Donc il faut, peut-être c'est le cas d'Idealwine, fabriquer une nouvelle norme NFT, une nouvelle norme pour pouvoir avoir quelque chose qui soit moins demandeur de CO2. Donc même le digital peut être impacté et impactant dans la réponse au changement climatique. Est-ce que justement les nouvelles technologies peuvent vous aider? On a vu qu'il y avait des capteurs de plus en plus souvent dans les vignobles. Est-ce que ce sont des outils, je dirais aujourd'hui, qui vous intéressent, vous à Château-Lafite, Rothschild, à l'Évangile, Hervé, dans les vignes de Champagne? On sait qu'il y a d'autres maisons de Champagne qui ont investi dans des stations météo. Est-ce que ça, enfin stations météo, mais même capteurs un peu plus proches. Est-ce que ce sont des choses dont vous vous êtes équipé ou que vous regardez de près, qui vous intéressent? Saskia. Nous, on le regarde surtout pour collecter de la donnée. Donc typiquement, on a parlé des stations météo, mais également tout ce qui est chambre à pression, tout ce qui est capteur de flux de sève, enfin, pour mieux comprendre comment une vigne réagit à ce qui lui arrive. Mais je dois dire qu'on analyse, mais on observe beaucoup, et c'est avant tout le plus important. Donc on ne va jamais remplacer les décisions avec ça. L'humain dans la vigne par rapport à ça. Vous, Hervé, j'imagine que c'est à peu près la même chose. Je partage tout à fait cet avis. Et encore une fois, notre intelligence est limitée face à la complexité de la nature, et je crois que souvent l'intuition nous permet d'aller beaucoup plus vite que toute une série de mesures, parce qu'on accumule les mesures, et puis au bout d'un certain temps, on les scratch parce qu'on ne sait pas comment les interpréter en fait. Et bien sûr, bien sûr. Oui, complètement. C'est comme plein de mesures dans le vin, où finalement, en goûtant, on se rend compte que c'est... Là aussi, c'est pareil. On a la prétention de suivre une fermentation alcoolique en maîtrisant au mieux 12 paramètres. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs dizaines de milliers de molécules dans un vin. Comment peut-on avoir la prétention de suivre une fermentation malolactique et de la piloter avec une douzaine de paramètres? Enfin, moi, j'ai rendu le tablier il y a bien longtemps, en fait, et je procède complètement différemment, parce que je me suis rendu compte que j'avais accumulé des données, mais qui ne me servaient plus à rien, parce que voilà, la fermentation, c'est un véritable chaos. Tout est remis sans dessus-dessous parce que la matière est désorganisée. Il faut qu'elle se reconstitue. Et pour ça, c'est pas parce que vous connaissez le pH, le niveau d'azote, etc., que vous allez réussir à gérer votre truc correctement, votre milieu fermentaire correctement. Donc voilà. Donc attention à des mesures, à trop de mesures, parce qu'on est noyé, on ne sait pas comment les interpréter. Alors, il y a des choses qui marchent, attendez. Bien évidemment, ça peut servir d'indicateur, voilà, bien évidemment. Voilà. Mais c'est pas, trop de mesures ne font pas forcément de meilleurs vins. On est bien d'accord. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter? Sinon, je vais proposer, si parmi l'assistance, vous avez des questions, pour que vous nous les posiez et qu'on y réponde. Eh bien non.
Pas de questions. Toujours très optimiste. Il faut rester sur... Bon. Comment ? Est-ce qu'il y a des vignerons qui souhaiteraient intervenir dans l'assistance? J'en vois quelques-uns. Et peut-être qu'ils voudraient apporter leur témoignage par rapport au sujet qu'on vient d'aborder, le dérèglement climatique, comment on s'adapte. Est-ce qu'on change de cépage? Est-ce qu'on produit en vin de France? Je pense que tout le monde a soif, ouais, c'est bien ça. Alors, je vais laisser la parole à Hervé qui va conclure cette table ronde et cette discussion par une petite surprise qui va vous être présentée dès que nous aurons quitté la salle. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis je crois qu'on se retrouve tout de suite après. Alors, moi, je ne vais pas conclure, parce que c'est Rachel qui doit conclure. Non, simplement, le travail que nous faisons tous ne se limite pas à la vigne et au vin. Il y a tout un environnement qui est important. Quand on construit un bâtiment, par exemple, on a une emprise au sol, on utilise du ciment qui nécessite, qui relargue dans l'atmosphère du carbone. Donc, tout ça est pris en compte. Alors, on vous propose, à l'idée d'Angélique, on vous propose une dégustation, juste en quittant la pièce, d'un vin qui, lui, n'a pas été élevé dans un bâtiment construit par l'homme, mais qui a été élevé au cœur de la nature. Voilà. C'est un vin qui a passé 12 mois sous l'eau, à 60 mètres de profondeur, dans le passage du Four, pour les Bretons qui sont dans l'Assemblée qui connaissent. C'est un coin où il y a des courants d'une violence énorme. Dans notre idée, la mer contient toutes les informations depuis la création de notre planète. Vous avez des courants énormes donc qui naissent de la rencontre de l'Atlantique et de la Manche. Et donc, quand vous naviguez dans ce coin-là, vous observez à la surface de l'eau des vortex. Et pour ceux qui sont en biodynamie, le vortex, c'est un principe très très puissant qui permet de dynamiser quelque part et de maintenir présentes toutes ces informations. Donc, une bouteille qui est immergée dans ce milieu prend toutes ces informations. Et le verre n'arrête absolument pas les champs d'information. Quand j'ai fait les premières mesures d'énergie sur ces bouteilles qui rentraient de ce voyage, j'avais 30% d'énergie en plus par rapport aux bouteilles qui restaient en cave, en fait. Voilà. Donc, merci Angélique d'avoir proposé cette idée. Voilà. Donc, c'est aussi une partie, quelque part, de notre contribution. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie Saskia, Hervé et Gabriel. Et je pense qu'ils vont rester avec nous pour la dégustation.